l'entraîneur X qui entraîne les joueurs ou les athlètes Y, est-ce que c'est cette personne-là précise qui va faire la différence? Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 95, la différence entre la douance et le talent, le développement du talent, l'impact de la génétique, la fonction des entraîneurs et processus développemental avec François Gagné, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous et comme vous le savez, mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi de l'autre côté, au quotidien, à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs pour plusieurs coachs et organisations sportives, ainsi que mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à des études dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Aujourd'hui, si tu es un nouvel auditeur de Temps d'arrêt, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami, comme ils disent en anglais, be a friend, tell a friend. Ça prend 5 secondes et puis ça va contribuer au développement positif des gens autour de toi, mais aussi du système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es un leader dans une fédération sportive ou une personne qui a à sélectionner, dépister ou évaluer le talent sportif, la conversation va définitivement être pour toi. Parce qu'au début, on touche à la définition de la douance et du talent ainsi que la différence entre les deux. Pourquoi c'est important dans le monde du sport également? On plonge dans le modèle différenciateur de la douance et du talent. On discute ensuite de ça, de la fonction de l'entraîneur, c'est à quel point c'est important, mais aussi particulièrement du rôle de l'environnement dans le développement du talent sportif, le développement du talent dans l'ensemble de la société. À la fin, on s'attarde au processus développemental individuel qui nous amène à atteindre notre plein potentiel en fonction de nos aptitudes versus nos compétences. Et je pense vraiment que vous allez adorer la conversation parce que d'abord et avant tout, on a une sommité mondiale avec nous, la personne qui a inventé le mot douance, ou du moins la traduction du mot douance pour le français, et ensuite qui a conçu le modèle de développement différenciateur de la douance et du talent et qui est capable de nous expliquer un phénomène complexe, un modèle complexe, mais aussi avec une cohérence franchement impressionnante. Et notre invité est nul autre que François, avec un Y, Gagné. François Gagné est un psychologue canadien né en 1940 à Montréal. Il a complété son baccalauréat en psychologie en 1960, obtenu sa maîtrise en 1962 Après, il a obtenu son doctorat en psychologie à l'Université de Montréal en 1966. Il a mis sur pied et dirigé un programme de recherche et d'intervention sur l'évaluation de l'enseignement par les étudiants dans le système collégial bilingue québécois. En 1978, il a commencé à enseigner à l'Université du Québec à Montréal, où il a consacré le reste de sa carrière universitaire au développement des talents. Il a travaillé sur la théorie du développement des dons et des talents, la mesure des attitudes et le dépistage des dons et talents des élèves par leurs pairs et leurs enseignants. Même après son départ à la retraite en 2001, il a continué ses activités de recherche et de publication ainsi que des tournées de conférences à travers le monde, dont des voyages en Australie. Son modèle est utilisé partout dans le monde. Le nombre de références qu'il y a à ce qu'il a produit, c'est phénoménal. Je suis vraiment content de pouvoir avoir une discussion avec lui sur ce sujet, de vous la partager surtout. Il est particulièrement connu pour sa théorie justement de développement du talent, soit le modèle différenciateur de la douance et du talent. Il a reçu de nombreux prix professionnels. Le CV est long, mes amis. Notamment le prestigieux Distinguished Scholar Award en 1996 de la National Association for Gifted Children. Et à noter, il a publié 6 livres en date d'aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, merci. Merci d'être avec moi. J'espère que vous allez aimer la conversation autant que je l'ai aimé. Il y a plusieurs moments wow, justement, à travers tout ça, surtout si vous êtes dans le dépistage du talent et dans la création de parcours du talent pour amener à des performances sportives. Je pense vraiment que vous allez être fasciné par la conversation. Et là-dessus, je vous dis, tout le monde, un bon podcast. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans tout ce que vous avez vu évoluer, autant au niveau des connaissances, autant au niveau de la technologie, comme quand vous avez un regard justement sur le passé, un peu comme ça?
Moi, je dirais la chose qui me fascine le plus, je ne comprends pas du tout, c'est un petit objet qu'on appelle une clé USB et qui a là-dessus 32 gigaoctets. En fait, il y a l'équivalent de 12 bibliothèques comme celle que j'ai dans ma maison. Ça, pour moi, c'est comme un mystère. C'est aussi mystérieux que Dieu. Mais pour les gens comme vous, qui êtes nés avec ça quasiment, c'est du courant. Mais pour moi, c'est fascinant. À chaque fois, je me dis, comment ça se fait que autant d'informations peut être transférées en quelques secondes? Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur de ça. J'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Là. Ça pourrait être un trou noir qui nous amène vers une douzaine de dimensions. Pour moi, c'est très fascinant. Toute l'éclosion et le développement de l'informatique. C'est pour moi, j'ai commencé là, avec comment ça s'appelait? iPhone? Non, avant ça, l'iPod? Le premier Apple, là, 512K, là, je sais pas quel était ça son va être, boîte ça va avec être le un petit iPod écran. ou... Non, oui, c'est le Mais premier. là, Fait que, tu sais, j'ai connu ça. Moi, j'ai commencé ces choses-là avec Apple et je suis demeuré fidèle à Apple parce que l'appareil, c'est tout ça, mais en même temps, je suis bien content, je suis bien heureux. Mais c'est la croissance de ça. Je fais, tu sais, 512K, cet appareil-là, là, ça comprenait le système d'exploitation et la mémoire. Tout était là-dessus, là. Mais pour nous, c'était extraordinaire, je veux dire. Donc, je dirais que la croissance de l'informatique et maintenant de l'intelligence artificielle, c'est un monde fascinant. Je suis toujours impressionné. Les possibilités sont incroyables, mais là, François, je vais me permettre de faire la première correction et probablement la dernière correction durant tout le podcast. Je suis pas né à l'ère des clés USB, je suis un petit peu plus vieux que ça. J'ai connu les disquettes ou les bons vieux floppy disks en anglais. Et j'ai connu les disquettes, puis je me rappelle, j'en avais une, il y avait mon jeu d'aventure où est-ce qu'il fallait que je choisisse la porte de gauche ou la porte de droite selon ta réponse à ta question. Il y avait un chevalier qui gardait. Il y avait ça et je dois répéter un jeu de course qui était pas très réaliste, mais bref, à l'époque, c'était ça. J'ai connu quand même les disquettes qui sont les prédécesseurs aux clés USB. Je me dois de le mentionner, mais justement aussi, tu mentionnais tout à l'heure comme de quoi que t'aimes ça souvent quand c'est vidéo, qu'il y a des supports visuels. On en parlait même un petit peu avant de lancer l'enregistrement. Comme c'est une des choses, là, je vais inviter les gens à aller visiter sur YouTube si vous écoutez traditionnellement le podcast, parce qu'on va prendre un petit segment pour s'assurer de présenter le modèle de différenciation. Le modèle de différenciation des différenciateurs de la douance et du talent. J'aurais dû avoir le terme proche, mais bref, je savais que vous allez me corriger. Comme j'ai dit, c'est vous qui va me corriger probablement plus que moi là-dedans, mais c'est intéressant de voir. Puis moi, ce que vous dites là me parle beaucoup au niveau, quand vous arrivez dans l'intelligence artificielle et tout ça, moi, ça me parle beaucoup au niveau de l'évolution des connaissances, l'évolution de la théorie, parce que dans le chapitre 2 de ma thèse de doctorat, je me suis attardé à la théorie de l'apprentissage à long terme de Peter Jarvis, qui est une théorie étalée sur 3 livres. Puis tu sais, on parle comment est-ce qu'il y a une accélération de l'information à cause de la mondialisation et tout ça. Puis je pense que ce que vous faites, dans votre modèle, c'est que vous condensez beaucoup d'informations, mais comment est-ce que ça a beaucoup évolué? Puis d'ailleurs, moi, une des choses que j'ai remarqué, ça semble avoir évolué là, depuis 2009, votre modèle. Mais là, on est pour en parler beaucoup. François, je vais me permettre de dire bienvenue à Temps d'arrêt pour une première fois. Mais là, justement, le modèle différenciateur de la douance et du talent, je sais que vous avez travaillé là-dessus, c'est l'œuvre de votre vie, si je ne m'abuse. Vous aviez quelques petites choses par lesquelles vous vouliez commencer. Par où qu'on commence pour parler de ça aujourd'hui? Parce que, honnêtement, je pense à ça là, depuis le début de la semaine. Je suis vraiment excité. Ça a été révélateur pour moi dans la façon dont je regarde la vie, / les athlètes, / mes filles, / ma famille, / mon parcours, / les gens autour de moi. Donc, par où on commence là, pour parler de ça? Moi, je dirais que le point de départ, c'est de distinguer deux choses que tout le monde mêle quotidiennement, des aptitudes et des performances, ou qu'on appelle aussi des potentialités et des réalisations, ou qu'on appelle aussi des habiletés naturelles et des habiletés systématiquement développées. Dans le langage courant, on va prendre le sport, tiens, par exemple, même si ce n'est pas du tout mon domaine, le mot-clé en sport,
c'est développer des talents. Et le mot talent est le mot qu'on retrouve partout. Les athlètes doués, on en parle rarement. Le mot douance ou doué, en anglais gifted ou giftedness, c'est quelque chose de rare dans le domaine du sport. Le mot-clé, c'est talent, mais en même temps, le mot talent est utilisé à deux sauces. On va parler d'athlètes talentueux en mentionnant leur performance, mais aussi on va parler de talent naturel. Vous avez sûrement entendu ça, talent inné, talent naturel. Bon, bien, ces termes-là, c'est pour dire, oui, mais il y a une autre sorte de talent, là. Ce sont les aptitudes ou le potentiel. Donc, cette partie innée ou naturelle qui va se développer pour donner des performances talentueuses. Ça, c'est pour le sport. Dans le domaine de l'éducation, qui est mon domaine avec lequel j'ai travaillé 40 ans que je suis là-dedans au-delà, le mot-clé, c'est la douance, c'est giftedness, c'est gifted. Alors, les enfants qui réussissent à l'école, c'est des gifted children. Et les enfants qui ont un QI élevé, un potentiel élevé intellectuel, ce sont des gifted children aussi. Alors, quand vous lisez dans cette littérature que je me suis tapé pendant 40 ans, vous allez avoir des textes où le mot gifted renvoie au potentiel. Et le potentiel principal dans le développement des talents scolaires, le potentiel principal, c'est le potentiel intellectuel, évidemment. Et l'outil principal pour évaluer le potentiel intellectuel, c'est le test de QI. Il y en a des longs, il y en a des courts, il y a de tout ça. Donc, spontanément, on va voir beaucoup de psychologues qui s'intéressent à évaluer le potentiel intellectuel avec un score de QI. Et sur la base de ça, des fois, ils vont même évaluer différents types de potentiel intellectuel, verbal, non-verbal, etc. Et à partir de ça, ils vont faire des recommandations pour le cheminement scolaire de ces enfants-là. OK? Donc, ça, c'est le point de départ de mon système. Moi, je parle beaucoup de douance parce que je suis dans le milieu scolaire. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, on a deux mots. On a deux mots qui existent et que tout le monde utilise à tort et à travers. Et j'ai proposé de dire, le mot douance fait penser à don, fait penser à hérédité, à génétique. Donc, je vais prendre la douance pour désigner le potentiel. Et je vais prendre le mot talent pour désigner les performances ou la réalisation. Et c'est pour ça que mon volume s'appelle « Transformer des douances en talent, transformer des potentiels en réalisation ». Et le mot-clé que vous voyez partout, vous, dans tous les domaines, qui est le plus populaire, c'est développer son plein potentiel. Y a-t-il quelque chose qu'on ne voit pas plus souvent que ça? Il n'y a pas un volume sur le développement de soi, sur l'amélioration de tout ça, où le mot-clé, c'est développer votre plein potentiel. Et tout est là. Parce que développer votre plein potentiel, ça veut dire tout simplement, prenez votre potentiel, qu'il soit moyen, faible ou fort, et tâchez de le transformer à 100% en réalisation. Des réalisations aussi complètes, grandes, évoluées, que votre potentiel le permet. OK? Donc, ça, c'est, je dirais, l'âme de mon modèle de développement des talents. Et je me bats depuis 40 ans pour... Oui, je sais où vous voulez venir, là, ça je me bats depuis 40 ans pour que les gens finissent par reconnaître cette distinction-là, et j'ai échoué. J'ai échoué parce qu'encore aujourd'hui, les gens vont parler de talent en faisant allusion soit au potentiel, soit aux réalisations, et les gens en éducation vont continuer à parler de douance. En passant, c'est un mot que j'ai inventé. Le mot douance. Ah oui? Il n'existait pas. Ben oui, en 1980, il y a eu un gros congrès international ici à Montréal, en 81 en fait, et durant la préparation du congrès, qui est un congrès international, donc c'était en anglais, mais tous les documents devaient être bilingues parce qu'on est au Québec. Donc, l'équipe de préparation du congrès s'est réunie à un moment donné, on est pogné avec ce mot giftedness qui est lié, on ne sait pas comment le traduire en français. Et là, on était 3 dans l'équipe, on a proposé le mot douance. Chacun des 3 est convaincu d'être l'auteur, dont moi.
Et comme Est-ce je qu'on suis le devrait pas seul, partager le authorship dans ce cas-là, comme on le fait pour un ouais, article? comme je suis le seul qui a continué dans ce domaine-là, j'ai décidé que je ne me gênerais pas pour prendre la paternité. OK? Heureusement que ça Donc, fonctionne pas comme ça pour les enfants. Euh, alors voilà l'âme du MDDT. Et à partir de c'est ça, vraiment... bien là, le modèle s'est construit. Et le Puis modèle est on va... devenu effectivement sophistiqué à partir de ça. Mais le premier modèle qui est apparu était tout simple. Dans mon volume, je donne l'historique des 5 évolutions du modèle, de sa version initiale en 1983 jusqu'à sa version qui est maintenant à peu près finale avec le volume en 2021. Pour le volume, justement, j'invite les gens à aller voir votre site web. On va mettre le lien dans la description. Puis, justement, c'est transformer les douances en talent, le développement des talents vu sous l'œil du MDDT, le modèle différenciateur de la douance et du talent, dont on a l'inventeur du mot douance ici aujourd'hui. Puis, tu sais, là, si je vais au-delà du livre, ce que vous dites, pour moi, ça me parle beaucoup. Parce que ça a un impact, je pense que juste de pouvoir faire la distinction entre douance et talent, donc les aptitudes, ce qui est un peu plus naturel si on veut, le talent, les compétences qui est un peu plus travaillé, ça devient important parce que c'est comme si, ce que vous disiez tout à l'heure, dans le milieu académique, on parle beaucoup de douance et de dons, et pour moi, si je prends un aspect de la psychologie sportive, c'est qu'on a une mentalité fixe, qu'un enfant est bon ou est pas bon à l'école, versus que dans le sport, vu qu'on parle beaucoup de talent, c'est comme tu peux pratiquer, développer ton talent, ce qui est un peu plus dans une mentalité de croissance qu'on appelle. Mais là, avant d'aller plus loin, je vais peut-être faire une deuxième correction pour l'épisode. Je crois pas que vous avez échoué. Parce que une fois qu'un de mes collègues, Marc-André Duchesneau, m'a dit hey, tu devrais regarder ce que François Gagné fait. Là, j'ai commencé à fouiller dans la littérature scientifique. Puis dans la littérature scientifique, la distinction, elle est quand même très claire. Puis votre nom revient à outrance. Peut-être que ce qui manque juste, puis c'est un peu le volet puis le mandat du podcast, ou du moins l'origine de ce podcast-là que je fais qui est en arrêt, c'est de dire, hey, on va amener du contenu scientifique significatif et on va l'amener auprès de la population. Puis là, ça reste, est-ce que c'est le travail d'un chercheur de faire 100% de la dissémination? Je crois pas, parce qu'on le voit juste avec l'effet multisport. Les gens, là, je vais finir ma tangente après ça, mais on parle récemment, là, dans les 4-5 dernières années, là, le monde, à tort et à travers, parle tout le temps qu'on devrait faire plusieurs sports pour tout le monde, développer des athlètes sous un aspect multisport, c'est mieux. Mais je veux dire, attends un peu, là. Moi, quand j'ai commencé mes études, en 2009, mes études universitaires et plus haut, on en parlait déjà, l'importance du multisport. Et c'est fou à quel point que des fois, ça prend du temps de partir de la science et de la littérature scientifique et de se rendre jusqu'à la population générale. Pour le multisport, les recherches ont probablement été dans le début des années 2000. Et en 2018 à 2022, j'ai trouvé que c'est là que le boom au niveau de la population est arrivé. Mais peut-être qu'on n'a juste pas vécu le boom au niveau de la différenciation entre la douance et le talent. Puis moi, je pense que ça peut potentiellement arriver parce que ce que vous proposez avec le modèle, ça peut amener à des changements fondamentaux dans la façon dont on structure justement le développement du talent. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des douances à quelque part, puis il y a des gens qui sont plus prédisposés à faire certaines choses. Bref, je crois pas que vous avez échoué, je pense qu'il y a peut-être juste encore du travail à faire. Mais là, justement, comme je pense que, tu sais, puis moi, je veux en savoir plus là, parce que ça peut être super intéressant au niveau de parler, tu sais, de l'environnement, de l'intrapersonnel, des caractéristiques intrapersonnelles et tout ça. Mais là, je pense qu'on est au moment où c'est qu'on devrait peut-être présenter un peu le modèle. J'invite les gens à aller voir l'équipe sur YouTube si vous êtes en audio. Je vais le partager un peu à l'écran. Mais vous me parlez des 5 continents là, un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Il faudrait le voir. Est-ce qu'on peut le voir à ce moment-là? Oui, j'enchaîne là-dessus. Faut me donner quelques secondes. On va le voir à l'écran là, maintenant. Oui. Bon. Alors, vous voyez, il y a 5 continents. Un à gauche, 3 au centre et un autre à droite. Le continent de gauche, c'est le continent du potentiel, des aptitudes, des habiletés naturelles. Et vous voyez, il y en a 6. J'ai identifié 6 grands domaines d'habiletés naturelles, intellectuelles, créatives, sociales, perceptuelles et physiques. Les 2 physiques en bas, c'est vraiment les 2 grands domaines d'aptitudes les plus étroitement reliés au développement sportif, c'est bien clair. Mais même dans le développement sportif, on voit souvent des commentateurs parler, écoutez, mon sport, moi, peut-être pour vous, c'est le hockey ou pas, mon sport à moi, c'est le tennis.
J'ai fait du tennis dans ma jeunesse et je suis encore de tennis. Là, je sais que ce matin, Carlos Alcaraz est en train de jouer pendant qu'on se parle. Et en tennis, on voit souvent les commentateurs parler du sens stratégique, du sens du jeu d'un joueur de tennis. Et ça, pour moi, c'est la partie cognitive. C'est la partie planification du jeu, connaissance de l'adversaire et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le physique, ça a à voir avec la planification de l'ensemble des séquences de coups qui vont se faire. Donc, mais essentiellement, pour le sport, c'est le physique. À droite, ce sont les talents, ce sont les compétences que les gens acquièrent. Et vous voyez en haut, les compétences principales au départ, c'est les compétences scolaires. On commence tous à l'école et on va faire notre primaire, secondaire et on continue. Certains d'entre nous, la moitié à peu près, vont faire du collégial et de l'universitaire. Après ça, ils vont choisir une carrière et là, j'ai 6 champs de compétences techniques. On va s'arrêter. On ne détaillera pas ça. Et en bas, les sports et l'athlétisme. Donc, quand je dis modèle différenciateur, c'est que d'un côté, la douance est là comme potentiel et vous voyez en bas au centre le processus développemental par lequel on va transformer ou on va utiliser ces aptitudes comme outils pour créer des compétences. Et ça, j'appelle ça le trio de base du modèle. Vous avez vos outils, vos habiletés naturelles, vous les utilisez pour acquérir des compétences. D'abord à l'école, ensuite dans une profession, dans un loisir, dans toutes sortes de choses. Et au centre, en brun, ocre et tout ça, vous avez les catalyseurs. Donc, les catalyseurs, ce sont des caractéristiques personnelles, les caractéristiques intrapersonnelles, et les autres caractéristiques sont des caractéristiques dans votre environnement qui vont contribuer positivement ou négativement à développer les compétences que vous voulez développer. Si on garde l'image que nous travaillons en développement de talent, à ce moment-là, on va dire on a les dons à gauche, les talents à droite, ils se transforment et grâce au support environnemental, je veux dire dans le domaine des sports, on pense beaucoup au rôle des entraîneurs, par exemple, ils sont en haut quelque part, ils sont dans la zone interpersonnelle. Mais je pense aussi qu'il y a une dimension sociale. J'ai travaillé pendant des années en Australie, notamment, et ça m'a permis de voir que l'Australie a fait un bond important quand ils ont créé leur Centre national des sports à Canberra. Et ça, c'était avant les Jeux olympiques de l'an 2000 qu'il y a eu là-bas, et ça a permis un développement sportif important. Donc, les composantes de l'environnement qui ne sont pas des personnes, mais qui sont des structures. Et ces structures-là vont jouer un rôle. Pour nous, c'était la même chose avant les Olympiques de 1976. OK? Donc, il y a des éléments environnement qui sont des éléments très globaux. C'est sûr que si vous vivez en Afrique, vos chances de faire du sport d'hiver sont minimes. Je me souviens de la blague à un moment donné d'une équipe de... Je crois que c'était quelque part dans les Caraïbes qui avait fait du bobsleigh, quelque chose comme ça. Là. La Jamaïque. La Jamaïque, c'est ça. Mais tu sais, dans l'ensemble, donc, ces conditions-là environnementales jouent un rôle, mais on ne les remarque pas parce que dans le quotidien, pour nous, cet élément-là, il est stable. Je veux dire, les structures ouvertes au Québec pour le développement des sports, bien, elles sont là pour à peu près tout le monde. Quand je pense au sport-études, par exemple, c'est déjà un élément qui conditionne. Pour les élèves qui veulent développer des talents scolaires, bien là, il va y avoir différents programmes qui vont être offerts. On pense au programme, voyons comment il s'appelle, l'éducation, en tout cas, ça ne vous vient pas l'éducation, les écoles non, spéciales? Ça ne me vient pas. Ça ne vient pas. Les écoles spéciales, ça ne me vient pas nécessairement à l'esprit. Il y a un modèle éducatif. C'est ça l'âge, monsieur. C'est ça l'âge. Quand on arrive à mon âge, on commence... ça m'arrive déjà. Moi, ça m'arrive déjà. Dans notre milieu scolaire québécois, qui permettent à des jeunes talentueux, qui ont déjà démontré leur talent scolaire, de pouvoir le développer encore plus grâce à ces programmes. Et ensuite, ils vont continuer à faire ça à l'université. Et parmi les plus talentueux, bien, certains vont se rendre en maîtrise, d'autres au doctorat et tout ça. Et d'autres vont faire des post-docs et tout le kit. Et on suppose que plus on monte dans les échelons du développement scolaire, plus
l'échantillon d'aptitude diminue. En d'autres termes, il y a un écrémage progressif qui se fait. De la même façon qu'en sport, la diversité des aptitudes des joueurs dans la Ligue nationale, elle n'est pas très grande comparée à la diversité des aptitudes dans les équipes atomes, microbes et toutes ces choses-là. Voyez-vous? Parce que... Si je peux vous arrêter juste là-dessus, parce que je pense que c'est une différenciation intéressante pour tous les praticiens du monde sportif, ou est-ce que, dans le fond, ce que vous dites, c'est que si on est rendu dans la Ligue nationale de hockey, le niveau de douance au niveau sportif des athlètes est beaucoup plus similaire, et donc l'élément différenciateur est davantage le talent et le développement de ce qu'on peut travailler. Est-ce que c'est ça que vous dites, ou est-ce que j'ai mal paraphrasé, mal compris? Les différences de talent aussi vont être limitées. Je veux dire, vous êtes dans la Ligue nationale, c'est sûr que les différences qualitatives de talent vont être là entre les défenseurs, les alliés, je ne sais pas quoi, le gardien de but, évidemment, et tout ça. Mm-hmm. Ça, ce sont des talents différents. OK? Ce sont des compétences différentes. Et parmi les gardiens de but de la Ligue nationale, il y en a qui sont plus talentueux que d'autres. Et là, moi, je ne sais pas qui ils sont, là, mais j'imagine que tous les commentateurs ont leur choix, leur hiérarchie, les meilleurs gardiens de but, les meilleurs alliés, les meilleurs... Je trouve toujours ça un peu amusant quand les commentateurs, ou en fait les gens, ce qu'on appelle les gérants d'estrade, qui nous écoutent. Il y en a. Portent des jugements en disant « ce joueur-là dans la Ligue nationale n'est pas tellement compétent ou il ne sera pas là longtemps ou quoi que ce soit. » Mais il faut bien penser que ce joueur-là, il s'est rendu à la Ligue nationale. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ils ne sont vraiment pas nombreux. Donc, déjà là, une compétence assez exceptionnelle si on prend toute la chaîne développementale qui fait qu'au départ, tu avais là, je ne sais pas quoi, 100 000 jeunes, 10 000 jeunes qui jouent au hockey au Québec et qui font partie de petites ligues. Et puis tranquillement, tout le système s'installe avec les A, les 2A et tout ça pour faire qu'on va tranquillement filtrer ceux dont le talent est le plus évident. Et c'est intéressant parce que dans le hockey, dans les sports en général, on ne se préoccupe pas beaucoup de la douance ou des aptitudes. On regarde, est-ce que les aptitudes sont transformées en talent? Est-ce que la performance est là? Et la sélection pour aller vers des équipes plus sélectives va se faire sur des performances. Je pense, c'est sûr qu'on va voir en même temps on appellerait ça, je dirais quoi, des espoirs ultérieurs. Et déjà, on peut commencer à parler d'espoirs ultérieurs à 10-12 ans. Mais vous seriez surpris de la quantité de ces espoirs-là qui ne se concrétisent pas à 15, 16, 17, 18 ans. Mm-hmm. J'ai un article, je regardais ça ce matin, un article en anglais sur la sélection dans la Ligue nationale, vous savez, les repêchages. Mm-hmm. Ben, il y a un bonhomme qui a fait une analyse du repêchage en disant, vous savez, les chances d'un premier choix au repêchage de jouer au moins 100 parties. Il n'était pas exigeant. Hein? Il disait de jouer au moins 100 parties dans la Ligue nationale. Ça, c'était peut-être quoi, une saison et demie, quelque chose de même. Ils sont 100%. Saison et encore. Oui, bon. Donc, ils sont 100% pour le premier choix repêchage. Mais rendu au 10e choix, c'est déjà tombé à 60%. Ça veut dire que vous avez déjà un repêché sur 3 qui ne jouera même pas 100 parties dans la Ligue nationale. Et c'est ça qui nous permet de voir que la prédiction de l'excellence laisse place à beaucoup d'inconnus, d'imprévus, de hasards et de toutes sortes d'autres choses. Et parmi ces hasards-là, on le voit dans la figure, ce sont les catalyseurs. Soit des catalyseurs environnementaux, mais particulièrement les catalyseurs personnels. La motivation, la volonté, l'intérêt, la passion et toutes ces choses-là qui vont faire que quelqu'un va être capable de pouvoir surmonter des obstacles progressifs et de les franchir pour pouvoir continuer plus haut. Donc, les catalyseurs jouent un rôle important et pour moi, personnellement, les catalyseurs intrapersonnels, dès que les gens sont entrés dans le cheminement, qu'ils ont commencé à progresser et ils ont encore fait la moitié du chemin, là, quelque part, là, à ce moment-là, les aptitudes perdent un peu de leur importance.
parce qu'on est déjà rendu avec des gens, du moins ceux qui vont aller plus loin, ont déjà commencé à avoir une similitude d'aptitude. Mais au départ, Tantôt, oui, allez-y. Tantôt, vous parliez justement du processus de sélection, puis que justement, on donnait pas assez d'attention à la douance. Puis moi, ça m'amène à un concept que j'ai découvert, que vous proposez justement ou que vous discutez dans certains de vos manuscrits, le terme pace. Je veux dire rythme en anglais, je dirais peut-être progression. Puis je vais juste vous expliquer mon idée par rapport à ça avant de vous laisser la parole, mais où est-ce que je pense que vous avez mettez le doigt dans le mille, parce qu'un des commentaires que dans mon entreprise, une des choses qu'on fait, on fait des mandats scientifiques. Ça veut dire que les fédérations, des organisations, des équipes nous embauchent pour revoir un peu la littérature puis faire des propositions en fonction de la littérature de ce qui se passe. Et on va reviser la littérature, mais aussi regarder ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde. Et en fonction de ce qui se passait dans quelques organisations dans le monde, nous, une des choses qu'on a proposées, c'est qu'il faut arrêter d'évaluer la performance. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on va faire une sélection, on va prendre 1 ou 2 points de performance. Ça veut dire que le 15 juillet 2023, on a couru à telle vitesse, t'es meilleur que les autres, mais toi, on va te garder. Mais en réalité, ça, c'est erroné, parce que ça nous donne, scientifiquement, on le sait, vous et moi, que c'est pas tellement utile, parce que c'est un point de données dans le temps, ça nous dit rien, parce que tu peux être malade la veille, tu peux avoir plein de circonstances qui vont affecter juste cette performance unique-là. Mais là, nous, ce qu'on avait proposé, c'est qu'on devrait d'abord et avant tout regarder une progression à travers le temps pour voir comment cette athlète-là progresse. Puis même si sa performance, elle est inférieure à celle d'un autre, s'il y a une plus grande progression sur 2 ans, ça nous dit potentiellement qu'il est en pleine courbe d'amélioration, peut-être parce qu'il y a une douance un peu plus élevée que d'autres athlètes. Et là, moi, quand j'ai lu vos ouvrages dans les derniers jours, et justement que j'ai vu le terme pace, j'étais comme « Oh! » Est-ce qu'on est sur quelque chose, justement, que c'est quelque chose qu'on devrait accorder plus d'importance? Mais là, je sais que je vous lance ça rapidement comme ça. Est-ce que vous avez la définition à portée de main ou est-ce que vous pouvez juste nous contextualiser? Qu'est-ce que vous vouliez dire par, justement, le terme pace? Parce que je ne le vois pas dans le terme, dans la version française. Peut-être que vous avez ça, mais moi, je pense qu'on devrait parler davantage de ça parce que je pense qu'au niveau sportif, on est coupable de trop souvent utiliser « Ah, on a un camp de sélection d'1 semaine. Il n'a pas bien fait pendant cette semaine-là. Parfait, on le coupe. » Puis ça. Puis là, bref, on reviendra tantôt à l'exemple que vous donnez sur la sélection dans le repêchage, mais juste le terme pace, moi, je pense que ça vaut la peine de se pencher un petit peu plus là-dessus. Vous le voyez dans la figure, supposant qu'elle soit toujours là, vous avez Elle est toujours là. Dans le processus développemental, 3 éléments. Les activités, donc le programme que la personne suit, l'endroit, ça peut être un aréna, ça peut être un club, une université ou tout ça. Vous avez l'investissement. L'investissement, là, c'est essentiellement le temps que la personne met, mais aussi, surtout, l'énergie qu'elle met. L'énergie sur le plan de, là, je ne le vois pas bien ici, là, l'engagement et la persévérance. Donc, l'énergie qu'elle met dans sa pratique de son activité, que ce soit l'étude, que ce soit le piano, un art ou que ce soit un sport. Et le progrès, vous l'avez en dessous. Le progrès, il y a 3 éléments. Les étapes, le rythme, et voilà le pace. Le pace, c'est le rythme de progression. OK? Donc, le rythme de progression, pour moi, c'est le meilleur indice de douance. Quand les gens démarrent un apprentissage, rapidement, il va y avoir un écartèlement, une dispersion des performances, semaine après semaine après semaine ou après mois, de sorte qu'au bout de 6 mois, vos plus doués vont être rendus, en principe, beaucoup plus loin que les peu doués ou les moins doués. Et c'est ce rythme-là que, dans le sport, je pense, je crois, mais c'est pas mon domaine, mais j'entends souvent dire ça, on remarque chez un athlète le rythme de progression. Et dans des clubs, par exemple, je me souviens d'un de mes étudiants qui avait travaillé là-dessus en gymnastique. Et il avait interviewé beaucoup d'entraîneurs, c'était surtout des femmes à l'époque, de gymnastique, parce que je pense que le monde de la gymnastique, c'est un monde essentiellement féminin, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et les entraîneuses, ou en fait, peut-être le terme n'est pas très exact ou très joli, mais les entraîneurs. Aujourd'hui, on peut utiliser le terme entraîneur. Ça a une connotation plus positive. Égale Action recommande de prendre ce terme-là, en fait. Bon, OK. Donc, les entraîneurs, c'est la première chose qu'elles remarquent. C'est comme ça qu'elles vont, tout à coup, identifier un potentiel de
d'entraînement plus compétitif chez la personne. Et j'en ai fait un peu comme un leitmotiv en disant la rapidité, donc la facilité, donc la rapidité d'apprentissage, c'est la marque de commerce, le trademark, pour prendre un terme anglais, de la douane. C'est ça qui va être remarquable au départ. Un petit enfant de 5 ans qui a déjà, qui comprend très rapidement, qui apprend du vocabulaire ou à lire ou à écrire ou n'importe quoi d'autre, qui l'apprend très rapidement, qui n'a jamais besoin de répéter de l'information, voilà un signe d'un enfant qui est probablement doué intellectuellement. Et ça va être la même chose sur le plan social. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a des gens qui ont une facilité, un entre-gens sur le plan social, qui sont capables d'interagir avec toutes sortes de monde sans faire de faux pas ou tout ça, là, on a la douance sociale. Et même chose pour la créativité. Je veux dire, dès le préscolaire, les enseignantes d'art, s'il en reste, parce qu'on l'enseigne beaucoup moins, vont déjà remarquer chez les jeunes enfants des dessins beaucoup plus créatifs que ceux de la majorité. Et ce sera l'indice d'une douance. Ils vont apprendre rapidement, ils vont développer toutes sortes de façons originales d'utiliser le médium pour pouvoir... Donc, vous avez parfaitement raison que le rythme est un élément clé pour déceler la douance, mais le talent, c'est-à-dire la courbe de performance, elle va être l'indice de la croissance du talent. Mais un talent, à la fois, cette courbe de performance va être à la fois le résultat des aptitudes, mais va aussi être le résultat du support de l'entraîneur ou tout ça dans son sport, qui va pouvoir donner toute une série de conseils et tout ça pour corriger des erreurs dans la pratique, ou encore la motivation. L'enfant qui dit « Moi, ça m'intéresse d'aller faire de pratiquer ce sport-là », bien, ça va être une autre façon pour dire que l'ennui quotidien de la pratique répétitive, il va pouvoir le surmonter plus facilement parce qu'il aime ça ou elle aime ça. Et ça va permettre à ce moment-là la progression. Donc, tous les éléments qu'on retrouve au centre dans le brun, là, les catalyseurs intra- et environnementaux, sont très importants. Et ils deviennent de plus en plus importants à mesure que nous grimpons dans des stades plus avancés d'une profession, d'un sport, d'un art et tout ça. Je veux accrocher là-dessus, mais je veux revenir sur quelques éléments que vous avez mentionnés. La première, pour moi, c'est comment est-ce que la douance elle a plusieurs aspects. Dans votre modèle, on le voit, ou du moins on l'a vu, on le voit, comme, tu sais, tu as intellectuel, créatif, social, perceptuel, musculaire, contrôle moteur. Puis, justement, dans les sports, dépendamment du sport, tu as probablement qu'avoir des aptitudes dans plusieurs de ça va être plus important que dans certains sports où est-ce que ça peut être plus unidimensionnel, si j'en veux, ou dans seulement un domaine. Oui, l'haltérophilie. Juste que vous mentionnez... Excusez-moi? Je disais l'haltérophilie, par exemple. C'est plus unidimensionnel. Ben exactement, tu sais, ça n'a pas beaucoup de prise de décision à faire en haltérophilie. La discipline devient importante plus au niveau des caractéristiques intrapersonnelles. Mais quand vous parlez du rythme, pour moi, c'est tellement clé où est-ce que, quand on parle de la progression de la performance versus la progression de la courbe de progression puis la courbe de performance, c'est deux choses à laquelle il faut s'attarder. Ça, c'est révélateur pour moi. Puis, tu sais, je pense que ça, il faut qu'on en parle davantage parce que ça va corriger plusieurs des défauts, justement, de ce qui se passe dans le système sportif. Mais là, moi, de vous amener à un point important que vous touchiez à la fin de votre intervention, quand vous me parlez des catalyseurs environnementaux. Là, si j'ai bien compris, parce que c'est peut-être la troisième fois qu'on se parle, j'ai lu un peu de vos travaux en préparation, est-ce que c'est effectivement là qu'en tant qu'intervenant sportif, qu'on soit entraîneur, préparateur mental, directeur, peu importe, en tant qu'intervenant sportif, est-ce que c'est là qu'on a le plus d'influence? Puis si oui, qu'est-ce qu'il faut comprendre bien des catalyseurs environnementaux et du rôle justement que ça peut avoir sur le développement d'un athlète? Puis sinon, corrigez-moi, je me suis permis de vous corriger 2 fois, j'en suis déjà un peu gêné, gênez-vous pas de me corriger si c'est le cas. Je n'ai rien perçu de tout ça. Non, ça tout à fait parfait de pouvoir m'orienter un peu vers des choses qui vous paraissent à vous peut-être plus pertinentes ou utiles dans le monde sportif. Mais comme ce n'est pas mon domaine, là, je
je suis un peu embêté de m'avancer correctement là-dedans. Mais c'est sûr que, justement, les catalyseurs environnementaux jouent un rôle important. La question que je me pose parfois, c'est est-ce que l'entraîneur X qui entraîne les joueurs ou les athlètes Y, est-ce que c'est cette personne-là précise qui va faire la différence ou est-ce que c'est tout simplement la fonction d'entraîneur qui va apporter quelque chose? Je ne sais pas si vous voyez la différence Oui, que je fais. Juste le fait qu'il y ait un entraîneur versus la qualité de l'entraîneur. Oui, le simple fait qu'il y en ait un et peut-être aussi le fait que les différences de qualité entre entraîneurs ne sont peut-être pas si grandes que ça. De sorte que parfois, l'athlète va dire « Ah, grâce à mon entraîneur, ou il, j'ai pu réussir telle chose. » Mais en pratique, ça aurait peut-être pu être l'entraîneur Y ou l'entraîneur Z qui aurait aussi obtenu les mêmes résultats. Donc, des fois, on va associer à une personne précise une influence qui est peut-être qui est plus exode associée à la tâche, à la fonction. De même pour les parents. Je veux dire, il y a beaucoup d'études de nos jours qui, et là, je ne sais pas si je dois m'avancer beaucoup là-dedans, mais oui, j'ose. Allez-y, je vous encourage. Oui. Et n'oubliez pas à la fin, avant qu'on se quitte, de me demander le volume que je souhaiterais recommander aux gens. OK? Parce que je vais le faire. Oui, OK. Parce que c'était dans la liste des choses que vous étiez supposé me demander avant qu'on se quitte. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent des études sur la génétique du comportement. Et ces études-là permettent de comparer des jumeaux hétérozygotes, des jumeaux ordinaires, qui en fait ne sont pas différents de frères et sœurs, et des jumeaux homozygotes, donc ce qu'on appelle des jumeaux identiques. Et c'est clair que toutes ces études-là montrent que l'impact des parents sur la personnalité de l'enfant est beaucoup moindre que normalement on l'attribue. Si j'avais une espèce de façon de le résumer, je dirais à peu près ceci. Quand vous observez qu'un enfant a telle caractéristique, quand on dit « Ah, il est le portrait de sa mère » ou « il est le portrait de son père », et n'est-ce pas qu'on dit ça souvent? Quand on dit ça, spontanément, la plupart des gens vont penser « Ah, il a été éduqué de cette façon-là et le parent a eu cette influence environnementale sur l'enfant. » De fait, la principale impact, il vient de la génétique. La génétique, elle n'apparaît pas dans mon modèle, là, quelque part, mais elle est là en sous-jacence. Quand on regarde le modèle au complet avec ses niveaux, on a un modèle tridimensionnel parce que en dessous du rez-de-chaussée, ce qu'on voit devant nous, c'est le rez-de-chaussée. En dessous du rez-de-chaussée, qui est les facteurs qui permettent l'émergence des talents, en dessous, il y a toute la base biologique. Il y a des éléments anatomiques, il y a des éléments physiologiques et il y a évidemment des éléments tout à fait chimiques et physiques qui vont créer les gènes, toute la génétique du comportement. Et il y a de plus en plus d'études absolument fascinantes. Vous savez que maintenant, on peut prendre le zygote, le génome du zygote. Ça veut dire, là, quelques demi-heures après que le zygote a été formé, là, après la réunion de l'ovule et du sperme, là, on prend ce zygote-là et maintenant, vous savez qu'on peut analyser le zygote, en faire l'analyse détaillée, base par base, et créer à partir de ça des scores. On crée des scores génétiques selon les petites différences qu'on a entre les individus. Et ces scores génétiques permettent de prédire, par exemple, le niveau d'éducation à 30%. Donc, on peut prédire si la personne va arrêter au secondaire, va continuer au collégial, à l'université, juste avec ce score qu'on fabrique à partir du zygote. Et ça, dans le volume dont je vais vous parler, Donc, la génétique est un élément fascinant. Et quand on dit, c'est ça, c'est le vrai portrait de sa mère ou de son père, je pense que c'est le vrai portrait parce qu'il a reçu un cadeau, quelque chose qu'il ne contrôle pas. Et ça fait aussi me parler, j'espère qu'on va en glisser un mot, d'un élément qu'on peut voir, le rôle du hasard.
dans le développement des talents. Quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et le hasard, il se manifeste de deux façons principales. Le génome, ça, vous ne pouvez rien y faire. Ça se passe dans une fraction de seconde et votre génome est apparu et il va rester là durant toute votre vie. Et la deuxième source que vous ne contrôlez pas, c'est votre environnement social, familial et tout ça. Vous venez au monde en Afrique, vous venez au monde dans un pays X, vous êtes dans une famille avec un gros un revenu ou un statut socio-économique, des parents éduqués, tout ça. Ceci va créer un environnement particulier que vous n'avez pas choisi et qui va avoir un impact important sur votre développement. Je me souviens d'une étude fascinante d'une de mes étudiantes il y a plusieurs années où elle avait regardé quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer le fait que des enfants de 8 à 10 ans pratiquent un sport de façon structurée. Pas nécessairement compétitive, mais structurée. Des équipes de volleyball, des équipes de soccer, des équipes de hockey, tout ça. Et il y avait deux facteurs qui montraient la différence entre ceux qui pratiquaient, deux facteurs les plus importants, la différence entre ceux qui pratiquaient ce sport de façon organisée et ceux qui ne le faisaient pas, c'était, les aptitudes, mais aussi, à un niveau presque égal, le revenu des parents, le statut socio-économique des parents. Les parents avaient ou non les moyens de payer le matériel de ski, le matériel de hockey, tout ça. Les chantiers n'étaient pas assez gros pour voir si, par exemple, on avait plus de chances de retrouver chez des gens moins fortunés des gens qui faisaient du soccer, par exemple, qui était un sport moins coûteux pour pratiquer. Mais déjà, on voit dès le départ, cet environnement social qui est en haut de la figure joue un rôle qu'on ne remarque pas parce que ceux qui ne sont pas, comment je dirais, chanceux dans cet élément-là, ben, ils ne seront pas là. Ils ne pratiqueront jamais un sport. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas doués, mais il n'y a pas eu les conditions environnementales pour permettre. À Repentigny, il y a un gros centre de tennis là, où il y a des tournois juniors annuels et tout ça. Et j'avais rencontré le directeur, mon Dieu, ça fait 35 ans de ce monsieur. Ça m'a gêné. Je vous dirais pas j'étais où à ce moment-là. Non, je vous le demande pas. Et à tous les ans, il faisait une journée où, à la fin de l'été, il prenait tous les jeunes qui jouaient dans les centres, les parcs et tout ça, pour essayer d'identifier des futurs espoirs pour le tennis. Donc, c'était une journée où, justement, ils examinaient des compétences et des aptitudes et des potentiels et tout ça. Et ils identifiaient trentaine, je pense, d'enfants. C'est très loin dans mon passé, mais ce dont je me suis souvenu, c'est que là, on demandait aux parents, êtes-vous prêts à ce que votre enfant embarque dans un programme d'entraînement durant l'hiver à notre centre ici pour faire du tennis? Évidemment, il y avait un coût à ça. Je me souviens pas combien, mais disons que c'était pas 57. C'était assez onéreux. Même si on était à Repentigny, donc en bonne banlieue. Mais la moitié des parents refusaient. Et ce que le directeur me disait, ce qui est triste, c'est que dans ceux qui refusent, il y a autant de gens doués que dans ceux qui acceptent. Donc, à ce moment-là, on avait une autre façon de voir que, dès le départ, les conditions environnementales vont déterminer jusqu'à un certain point si une personne douée va pouvoir entreprendre un cheminement de développement. Avant d'aller plus loin, parce que ça va faire un lien où est-ce que je vais vouloir vous amener, parce qu'on est encore dans les conditions environnementales. Vous avez parlé beaucoup, je pense, de l'aspect social, j'ai bien compris, même le côté interpersonnel avec les parents, la fratrie, un petit peu de ça. Mais tu sais, ce que vous dites, moi, ça me parle beaucoup. Là. J'ai 3 filles, donc de 4 ans, 2 ans et 4 mois. La plus vieille, c'est le portrait de sa mère, puis je dirais même le portrait de sa grand-mère. Comme c'est correct, là. La grand-mère de ma plus vieille fille, c'est un ange. On en veut des copies de cette personne-là, ça c'est super.
mais la deuxième, c'est une copie conforme de moi, là. Puis pour les bons côtés et les mauvais côtés, et on le voit, là. Puis non seulement 4 ans et 2 ans. Fait que quand vous me disiez ça, là, moi, j'avais plein de flashbacks sur, OK, comment est-ce que ma plus vieille fonctionne? Comment est-ce que ma fille de 2 ans et demi fonctionne? Même leur capacité, leur attitude et tout ça, c'est vraiment incroyable. Et donc là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de la troisième. Parce que physiquement, elle ressemble beaucoup à ma conjointe quand elle était petite. Mais là, le côté physique, t'as le caractère et tout ça. Donc, ça va être intéressant de le voir. Mais, au-delà de l'anecdote, je veux vous amener un peu plus du côté où est-ce que, tantôt quand vous faisiez allusion au rôle, à la qualité de l'entraîneur et de la fonction. Je vais vous balancer quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez, puis je pense, j'aimerais ça qu'on continue sur le côté interpersonnel et éducatif du volet environnemental, parce que, bon, quand vous dites, tu sais, l'entraîneur, est-ce que l'entraîneur fait vraiment une différence? Vous, ce que vous sembliez dire, c'est que juste le fait d'en avoir un entraîneur, qu'il soit bon ou mauvais, juste ça, ça va quand même aider à catalyser le talent, à développer. OK, ben, je vais vous dire un peu ma version, puis je vais vous laisser corriger par la suite. Moi, ce que je pense qu'il y a quand même une grande différence entre des bons entraîneurs et des mauvais entraîneurs. Mais on glorifie beaucoup trop des fois les bons entraîneurs. Et moi, ma prétention aujourd'hui, c'est de dire... Puis en même temps, excusez-vous pas d'aller oser dans un endroit. Moi, je pense qu'on devrait oser un petit peu plus. Puis c'est un engagement que j'ai pris vers moi-même, d'être un peu plus... De moins m'excuser un peu des propos, des opinions que j'ai par rapport à différentes choses. Et une des opinions que j'ai, c'est que je pense que des fois, être un bon entraîneur, c'est juste s'enlever du chemin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un excellent athlète qui a un excellent potentiel génétique, qui a des caractéristiques intrapersonnelles, qui est assidu, motivé, il y a de la volonté, tout ça. Mais toi, ton rôle de coach, jusqu'à un certain point, c'est juste pas le scraper. Puis ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on a des entraîneurs qui vont glorifier leur rôle, puis ils vont vouloir montrer justement qu'ils ont intervenu puis qu'ils ont fait la différence. Et c'est là que je pense qu'il y a un problème. Parce que des fois, en essayant de faire la différence, on peut créer beaucoup d'interférences dans la progression du talent. Comme avec un enfant, des fois, en tant qu'enfant, juste le fait d'être présent et de ne pas être un mauvais parent, c'est quasiment la meilleure chose que tu peux faire. Puis des fois, en voulant être trop un bon parent, je suis sûr que là, ça vous parle plus en étant dans le milieu académique, des fois, en voulant trop être un bon parent, on va créer justement plus de problèmes que si on avait juste fait « je suis présent, je soutiens et je me retire un petit peu plus ». Et donc, on a tendance à penser qu'intervenir, c'est une bonne chose, mais des fois, de juste pas intervenir et de soutenir, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et donc, moi, c'est la distinction que je fais maintenant entre un bon entraîneur, c'est pas nécessairement le héros. Des fois, c'est juste la personne qui est comme c'est le Alfred à Batman, si on veut. C'est pas un exemple, une analogie qui est parfaite, là, mais qui est quelqu'un juste en retrait, mais qui est présent. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça vous dit, puis peut-être je vais vous laisser corriger peut-être mon interprétation, puis c'est pour ça que j'aime ça, revenir sur vos propos, parce que s'il y a des gens qui ont compris la même chose que moi, ça vous permet justement de rectifier le tir et d'ajuster ça. Mm-hmm. Je suis un peu embêté pour répondre à votre question dans la mesure où je ne connais pas d'études sur une analyse systématique des différences de compétences des entraîneurs. J'imagine qu'il y a des différences, mais ça supposait qu'on puisse regarder l'impact d'un entraîneur sur plusieurs athlètes en même temps et comparer ensuite des athlètes avec différents entraîneurs et de voir dans quelle mesure il y a un recoupement ou pas. Si, par exemple, tous les athlètes de l'entraîneur A réussissent magnifiquement, puis tous ceux de l'entraîneur B échouent lamentablement, bien là, on a quelque chose où on peut commencer à se poser des questions. Mais on n'en est pas là. Ce que je veux dire, c'est que, et là, vous ferez, vous, le transfert à l'entraîneur sportif. Dans le cas des parents, par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont montré que la majorité des parents ont un impact à peu près similaire, pas très différent d'un parent à l'autre, de telle sorte qu'il y a même un auteur qui écrit un volume en disant, puis il y en a 2-3 qui l'ont repris, prenez une population de parents dans un quartier, 75% d'entre eux font une job suffisamment bonne pour être considérés à peu près équivalents. Pas passable, là. Bon. Et il y en a un certain nombre, mettons 15% qui font un job vraiment difficile, et il y en a 5-10% qui sont exceptionnels. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas encore de mesures pour évaluer exactement l'exceptionnalité des très bons parents. On ne sait pas trop comment ça marche. Mais ils sont là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les autres, mettons 60%, les 2 tiers, vous en prendriez un, puis
puis vous le remplacez avec l'autre dans la famille, ça ne changerait rien. Au bout, l'enfant est ce qu'il est. OK? Et ça, il y a beaucoup d'études qui tendent à le démontrer. Quand je vais vous signaler le volume que je recommande, je l'adore cette étude. Allez-y, là, ça fait assez de fois que vous en parlez, M. Gagné. Allez-y, s'il vous plaît. Ça s'appelle Blueprint. Et c'est un volume par Robert Plomin. Robert Plomin, c'est le gourou de la génétique du comportement. C'est un bonhomme qui est en Angleterre, à Londres, qui travaille. Et il a publié, c'est un volume vulgarisé, vraiment très bien. Je l'aime parce que monsieur, madame, tout le monde peuvent le lire avec plaisir. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas traduit en français. Mais c'est un volume extraordinaire pour parler justement de ce que la génétique a pu démontrer sur le développement des personnes et leurs interactions avec d'autres personnes. Donc, si je prends la situation des parents où on se dit, en gros, les parents sont importants, mais ce qu'ils font se ressemble suffisamment bien pour les règles, les règlements, le support, l'encouragement et tout ça, que vous pourriez changer les parents et ça ne changerait pas grand-chose, sauf les cas plus exceptionnels. Je vous retourne ça à vos entraîneurs et peut-être que vous diriez un peu la même chose. Une majorité d'entraîneurs sont corrects, de sorte que vous prendriez l'entraîneur A ou B ou C et ça ne changerait pas grand-chose. Sauf que ça change quelque chose s'il y a un entraîneur ou pas. OK? La présence, la fonction d'entraîneur est importante. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ça me parle beaucoup, ce que vous dites. Et là, moi, de vous amener maintenant, donc, la fonction d'entraîneur, clairement cruciale. Je pense que l'environnement, quand on parle de programme, infrastructure, support, ça parle beaucoup aux fédérations. Mais moi, une des choses que je veux approfondir également avec vous, un terme qui a attiré mon attention, peut-être parce que ça me parle intrinsèquement, quand on est dans les caractéristiques intrapersonnelles, il y a le terme volition. Ouais. Et dans les sous-termes qui définissent un peu le terme, on a centration sur l'atteinte des objectifs, contrôle de soi, autonomie, détermination. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment est-ce que ça a une influence sur le développement du talent? Puis à quel point, selon ce que vous connaissez, je ne suis pas sûr que c'est dans vos recherches à vous proprement, mais à quel point est-ce que ça est justement déterminé par la génétique? Là, vous avez fait référence à ça. Fait qu'il y a comme 3 questions. Qu'est-ce qu'on veut dire par volition? Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Et puis après ça, 3, à quel point est-ce qu'on a vraiment un contrôle là-dessus? Parce que j'ai l'impression que c'est quasiment inné à la personne jusqu'à un certain point. Ah, dans quel ordre? Bon, OK. 1. L'abolition, on la voit dans le modèle juste en dessous d'un autre élément qui est la motivation. Et ça vient d'une théorie qui a été pondue par des Allemands il y a une quarantaine d'années, que j'ai récupérée, qui a été utilisée aux États-Unis et que je trouve très intéressante. La distinction entre motivation et volition, motivation, c'est le choix des objectifs qu'on veut poursuivre. OK? Par exemple, quel sport je vais pratiquer ou quelle carrière je vais poursuivre ou tout ça. Ça, c'est la motivation. Mais la motivation aussi, elle s'exprime elle est reliée à des besoins. Donc, il y a des motivations intrinsèques, c'est-à-dire la chose que je veux faire en elle-même me passionne ou m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'études, par exemple, sur la passion que les gens ont pour un sport ou pour un art ou pour, oui, surtout un domaine artistique. Et ces éléments-là, cette passion-là, cet intérêt-là, il est en bonne partie, et partiellement en tout cas, sous le contrôle de la génétique. Les intérêts, on sait que les intérêts sont plus semblables chez les jumeaux identiques que chez les jumeaux fraternels. Ils partagent plus le même genre de choses, le même genre d'intérêt. Donc, il y a un élément génétique dans la motivation. Et il y a aussi des motivations, si j'ai parlé de motivation intrinsèque, le plaisir de faire quelque chose. L'autre, c'est la motivation extrinsèque. C'est de vouloir gagner, par exemple, de vouloir être le meilleur, de vouloir dépasser les autres. Mais c'est aussi important. Et cette motivation-là, elle est un élément qui aussi va avoir sa composante génétique. La volition, elle, c'est après que tu as fait ton choix. Il y a une figure dans mon volume là, que j'appelle le Rubicon. Et cette figure, c'est qu'une fois que le choix est fait, quelles sont les
les efforts, les démarches que la personne va prendre pour atteindre cet objectif-là. Et c'est ça, la volition, c'est la partie interne, intérieure, c'est-à-dire, comme vous le mentionnez vous-même, la détermination, et ça, la détermination et la volonté, c'est le willpower. C'est vraiment le willpower. Il y a et qui va se transférer dans l'élément en bas de la figure qui est l'investissement. L'investissement en énergie. La personne qui est volontaire, qui a vraiment le goût de réussir et qui tient, ça va se transmettre dans ses efforts, et dans ses efforts de pratique, et dans ses efforts dans l'activité sportive. On sait bien qu'il y a un certain nombre de... Moi, je regarde ça dans le tennis, parce que c'est mon sport, on sait bien qu'il y a des tennismen ou tenniswomen qui sont peut-être... vont peut-être abandonner plus facilement devant une image d'un échec prochain. Ils ont perdu le premier set, et il y en a pour qui perdre le premier set, c'est quelque chose qui les affecte plus que d'autres. Alors que pour d'autres, perdre le premier set, c'est pas grave, on va s'en prendre au deuxième. Mon image d'une personne extrêmement déterminée, c'est Rafael Nadal, tout le monde le dit et tout le monde le remarque, c'est un joueur qui ne lâche jamais. Je veux dire, il peut être rendu au prix d'égalité 1-5 pour lui, mais il va continuer. Donc, c'est un peu ça la volonté et la volition. Ces deux éléments-là, ils sont en partie sous le contrôle de l'hérédité, comme tous les traits humains. Tous les traits humains. Alors, ce n'est pas seulement les attitudes dont on peut dire qu'on ne les contrôle pas parfaitement, mais il y a des gens, et tous les parents vont le dire rapidement, j'ai un enfant qui et ne lâche pas, est très persévérant. Et quand vous avez parlé tantôt d'autonomie, ça, c'est une chose qu'on a fait dans une étude chez les jeunes, aux études, des jeunes qui avaient plusieurs talents, qui déjà, au niveau collégial, se démarquaient de tous les autres élèves par des talents multiples, que ce soit sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan artistique ou sportif ou tout ça. Ils avaient au moins 2 talents à un niveau d'excellence assez élevé. Et qu'est-ce qu'on a obtenu dans les entrevues avec les parents? La seule chose qui est ressortie de façon, ça nous a étonné, ou ils ne pensaient pas à ça, c'était l'autonomie. C'est des enfants qui se géraient eux-mêmes. On n'avait pas besoin de leur dire constamment, va faire ta pratique, va faire ci, va faire ça, oublie pas ceci. C'était des gens qui avaient leur horaire en tête ou sur papier ou sur leur téléphone, mais là, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone encore. Des jeunes autonomes. Et cette autonomie-là, c'est pas quelque chose qu'ils avaient appris. Les parents étaient eux-mêmes étonnés de voir jusqu'à quel point leur enfant pouvait manifester cette façon de gérer le développement ou le cheminement de leur talent par eux-mêmes. Dans vos propos, vous venez de rassembler tellement de choses intéressantes. Le premier volet, 3 balados qu'on a enregistrés avec Jacques Forest sur la théorie de l'autodétermination, Jérémy Werner-Filion qui parlait de passion harmonieuse, passion obsessive, Cynthia Mathieu qui nous parlait, professeur à l'UQTR, qui nous parlait de les personnalités narcissiques, les personnalités sombres, qui disait que justement 60% de la personnalité elle est génétique, 40% elle est déterminée par le reste des facteurs et tout ça. Puis vous venez de rassembler un élément que j'avais jamais réalisé, où est-ce que on peut faire la distinction entre faire les choix. En sport, on essaie souvent de faire les bons choix, donc de choisir la bonne nourriture si on veut, mais la volonté de persévérer à travers tout ça, de juste faire la distinction entre les deux, je pense que c'est important juste dans l'identification du talent. Mais là, il y a 2 aspects que je vais aller. La première, je vais revenir à quelque chose de plus anecdotique, mais je sais que vous avez un gros intérêt pour le tennis. Vous l'avez mentionné à quelques reprises, vous en avez parlé quand on a discuté dans les dernières semaines. Vous avez d'ailleurs lu le livre de Roger Federer, qui est quand même un cas intéressant. Vous avez probablement plus de détails que moi. Je ne me suis pas attardé beaucoup au parcours de Roger Federer, mais je sais que dans le livre Range, qui est d'ailleurs pas très loin derrière moi, on mentionne qu'il a choisi quand même assez tardivement le tennis. Mais moi, je suis curieux de savoir, vous qui n'êtes pas dans le domaine sportif à la base, mais que vous êtes attardé justement à la douance et au talent toute votre vie, qu'est-ce qui vous a fasciné le plus de la biographie, de l'œuvre, du parcours de Roger Federer? De Roger Federer, moi, je le prononce en français, là, peut-être, parce qu'il est dans la partie française de la Suisse. Moi, un excellent moi, je suis à Gatineau.
À Gatineau, c'est franglais pas mal. Pour moi, ce qui me fascine chez Federer, c'est c'est un gentleman. Et ça n'a rien à voir avec son jeu. Parce que son jeu, il est extraordinaire, il est excellent. Et récemment, il y a un bonhomme qui a un podcast, ou enfin non, un machin, oui, un podcast sur le tennis, qui a fait la liste des 128 meilleurs joueurs de tennis du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et il n'a même pas mis Federer en premier. Il a mis Rod Laver. Donc, ça, c'est son choix. Mais n'empêche que Nadal, Federer et Djokovic apparaissaient très, très haut dans la liste. Parmi ceux-là, je pense que c'est un peu la beauté du jeu de Federer. C'est gracieux de le voir aller. Et ils en parlent beaucoup dans le volume de cet élément de fluidité, de tout a l'air facile. Et alors que c'est peut-être pas autant le cas quand on regarde jouer Rafael Nadal. Il travaille fort, et on voit qu'il travaille fort. Donc, ça, c'est des éléments, mais je ne me considère pas comme spécialiste. Quand je regarde le tennis, je me laisse un peu emporter, un peu comme dans un film. J'oublie même, à un moment donné, le score. Il faut que les commentateurs nous le rappellent parce que je suis là, je regarde ça, puis... et c'est un peu le cas, par exemple, actuellement avec Alcaraz. T'sais. Carlito, là, c'est une personne fascinante à regarder. Et c'est un bel exemple. On en parlait tantôt du rôle de l'intelligence dans le sport. Il est, aux yeux des commentateurs, mais on le voit aussi dans sa façon d'utiliser une grande diversité, une large palette de coups capables de faire des choses assez fantastiques. On l'a vu gagner la semaine dernière, mais enfin, il faut dire que Medvedev n'était pas très, très, très performant ces jours-là, mais il était fascinant à voir. Voilà. Je me doute de la réponse, mais en lien avec Roger Federer, pour utiliser votre expression, ouais. Est-ce qu'il est davantage doué ou il est davantage talentueux? Les deux. Je ne peux pas dissocier les deux. Il est sûrement parmi les plus doués dans son sport. Et même là, je pense qu'on pourrait nommer des gens qui sont peut-être aussi doués, sinon plus. Le plus bel exemple de douance non transformée, d'un potentiel qui ne s'est pas actualisé, c'est Kyrgios, le joueur australien d'origine grecque, qui est un peu le mauvais enfant de ce sport-là. Mais tout le monde reconnaît que si ce bonhomme-là avait eu la motivation, donc le sport ne l'intéresse pas tant que ça, il l'a dit à plusieurs reprises dans des entrevues, et en plus, disons qu'il a une personnalité un peu... flamboyante? Excentrique? Oui, mais plus explosive. Il va se fâcher très impulsive, oui. Et il va se trouver à perdre totalement sa concentration et son intérêt et tout ça, puis il va se scraper. Donc, Kyrgios, c'est un bel exemple d'un potentiel extrême que tout le monde reconnaît, qui pourrait être facilement être numéro 1 ou 2 ou 3 dans ce point-là, mais qui ne s'est jamais rendu plus haut que 9/10e. Là, il est autour de 20e présent. Donc, on en voit plusieurs exemples. Berrettini, par exemple, italien, il y a 2 ans, on parlait que de Berrettini comme étant la nouvelle étoile montante, mais là, il s'est stabilisé autour du 20-30e. Et c'est fascinant de voir ça. Remarquez que je ne suis pas spécialiste, là, mais probablement que les commentateurs qui auraient en main mon modèle pourraient facilement dégager, faire le portrait en disant « Chez cette personne-là, tel catalyseur intrapersonnel, c'est quelque chose à surveiller, ou tel facteur environnemental. » Prenez, comment il s'appelle, Djokovic. Djoko, qui à un moment donné, en 2012, 2013, 2014, a refait sa diète pour enlever le gluten. En tout cas, lui prétend que ce fut un changement majeur qui lui a permis de remonter au premier rang, au deuxième rang, grâce à ça. Alors ça, c'est peut-être son préparateur qui lui a suggéré ça, ou lui qui est parti sur une croisade. Je ne sais pas juste comment ça s'est passé, mais pour moi, ce serait le rôle
soit de lui qui a fait cette observation dans son comportement ou son environnement qui a dit « essaye donc ça ». Et ça a donné cet effet-là. On est quand même choyé d'avoir 3 athlètes qui ont été aussi bons pendant longtemps, dans un sens, même si ça rend des fois les tournois majeurs moins intéressants à cause de ça. Mais là, pour vous ramener au modèle, en préparation des entretiens, je fais souvent, je travaille dans mon réseau, puis j'essaie de trouver des gens qui auraient des questions intéressantes pour vous, parce que je veux que ça parle aux gens. J'étais en discussion avec un recruteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et puis, il me posait la question, OK, donc si on prend tout ça en considération, là, ce que vous nous proposez avec le modèle, comment est-ce que nous, on peut aider justement les athlètes, pas nécessairement comme recruteurs, mais nous, en général, comme intervenants sportifs, on a touché un peu directement depuis le début, mais j'aimerais juste savoir votre synthèse un peu de tout ça. Comment est-ce qu'on peut aider justement les athlètes à atteindre leur but, atteindre leur objectif, ou peut-être justement, pour utiliser l'expression que vous avez utilisée en début de conversation, atteindre leur plein potentiel? Comment est-ce que nous, on les aide en prenant tout ça en considération? Une suggestion que je ferais, ce serait pour, que ce soit un recruteur, un entraîneur ou un parent, ce serait de se familiariser avec le modèle et ses différents éléments. À la fois le niveau des aptitudes, ou à la fois le niveau des catalyseurs et du processus développemental, et d'amener l'athlète à faire une auto-analyse de ses forces et de ses faiblesses, honnêtement. Et en même temps, avec des suggestions venant de l'extérieur, en termes de « ben, penses-tu qu'il y aurait telle chose et telle chose ?» Ce serait peut-être une façon de pouvoir dire « voici, parmi ce qui peut jouer un rôle dans le développement de ton talent, les forces sur lesquelles tu peux compter, et les faiblesses sur lesquelles tu dois plus travailler. » Et ça peut jouer autant au niveau des attitudes. J'imagine que dans le domaine, je prends le hockey ou que ce soit le tennis, les jeunes qui sont en formation, qui ne sont pas encore des professionnels, mais qui sont en formation, doivent déjà se faire dire par leur entraîneur, ben voici exactement les coups qui sont tes forces et qui sont tes faiblesses. Et l'adversaire va commencer aussi à le remarquer, d'exploiter la faiblesse et d'éviter la force. Donc, tous ces éléments-là jouent pour les attitudes, vont jouer pour les catalyseurs intrapersonnels, que ce soit autant sur la volonté, que ce soit sur la motivation ou l'intérêt, ou que ce soit sur des traits de personnalité, un style personnel. Vous parliez tantôt de narcissisme, de toutes ces choses-là. Ce sont des éléments qui vont jouer dans le personnel. Mais, je dirais, du point de vue de ceux qui sont les intervenants, que ce soit des parents ou des entraîneurs ou des recruteurs, de réaliser que la marge de manœuvre, elle n'est pas 100%. Leur pouvoir de changer quelque chose est partiellement limité par la dimension héréditaire et génétique de l'élément. Les gens donc, qui ont une moindre prédisposition à être déterminés, autonomes et tout ça, vont trouver pas mal plus difficile de s'aguerrir sur ce plan-là, de se développer sur ce plan-là, et les chutes vont être plus fréquentes. L'exemple qui nous vient souvent, c'est un peu la prédisposition à l'embonpoint. Elle est à 65% génétique. C'est sûr que la plupart d'entre nous sommes quelque part au milieu. On a une prédisposition plus ou moins forte, plutôt tendance à la moyenne. Mais pour ceux dont la prédisposition à l'embonpoint est un peu plus forte que la moyenne, les efforts au niveau du régime, de la nutrition et tout ça vont être pas mal plus importants. Parce que les tentations vont être plus grandes, vont être plus difficiles à résister, et ça va faire des gens qui vont passer leur vie presque à surveiller leur poids. Et j'en parle parce que c'est ma bête noire personnelle. c'est bien correct. Puis ce que vous me dites là, moi, ça me fait penser au fait que, la génétique, il faut la prendre en considération, la reconnaître, mais jusqu'à un certain point, tu peux rien changer. Fait que, même si, mettons qu'on prend la proportion que Cynthia Mathieu nous donnait, 60-40, mettons que ce serait ça exactement, ben en bout de ligne, tout ce que tu contrôles, c'est 40%.
Fait que attends-toi juste aux 40% de ce que tu contrôles. Moi, c'est un peu comme ça je le vois. Puis tout ça, puis c'est sans bout de ligne, puis de reconnaître. Puis ce que je trouve intéressant un peu avec votre exemple personnel, mais aussi avec votre réponse générale, c'est de dire, bon, est-ce que ça va être facile à faire comme vous dites? Je sais pas si c'est facile parce que c'est quand même beaucoup de matériel théorique, mais je pense que vous l'expliquez de façon très éloquente d'ailleurs, puis je suis vraiment content d'avoir cette conversation-là avec vous aujourd'hui parce que je vois que c'est très articulé dans votre esprit, on voit les liens, mais je pense que ce que vous proposez justement de prendre le modèle, puis de s'attarder à chaque athlète, de s'attarder peut-être à chaque entraîneur, puis de dire, OK, quelles sont les prédispositions, quelles sont les compétences, qu'est-ce que l'environnement propose, c'est super. Puis je pense que plus on est à un haut niveau, et surtout plus qu'on a de ressources en tant qu'organisation, plus on devrait le faire de façon exhaustive. Si on est le Barcelona FC, si on est une équipe de la Ligue nationale de hockey, une équipe de la NFL, il n'y a aucune raison pourquoi on ne prenne pas le temps de s'attarder à ça dans l'identification du talent, parce que ça va nous en dire long là-dessus. Oui. Et là, moi, de vous amener une autre question d'un technicien et d'une technicienne, il y a un directeur technique dans une fédération qui voulait que je vous pose la question qui va aller dans ces langues-là. Est-ce que, je vais vous la formuler dans mes mots, mais ça veut dire, en bout de ligne, là, est-ce qu'il y a des études qui supportent l'idée que de mettre les personnes douées ensemble dans un environnement approprié, ça va justement les aider à décupler leur potentiel, à atteindre plus leur potentiel? Ou est-ce que le fait qu'on leur mette dans un environnement approprié, qu'on les rassemble ensemble, ça n'a pas vraiment d'impact? Fait qu'en bout de ligne, il y a environnement approprié, puis il y a aussi le fait de rassembler ces gens-là ensemble. Est-ce que ça a un impact justement sur le processus développemental? Ah, monsieur, dès que vous posez cette question-là, je me vois pris dans le monde de l'éducation, où l'idée de regrouper des gens plus talentueux est presque anathème, est presque inconcevable. Le concept clé en éducation, c'est l'inclusion. Tout le monde ensemble, quelles que soient les études. Et non seulement ça, regardez, vos filles vont commencer l'école prochainement. Qu'est-ce qu'elles vont faire à l'école? Elles vont toutes, indépendamment de leurs aptitudes, progresser une année par année. Et les plus doués vont perdre leur temps la plupart du temps, et les plus lentes vont devoir se forcer et être quasiment forcées vers le niveau suivant parce qu'on veut minimiser les redoublements et tout ça. Ça, c'est pour l'éducation. Quand je pense à ça, je me retourne vers le sport en me disant « et qui sont chanceux en sport », parce que pour eux, le regroupement, c'est spontané. Je veux dire, dès que des jeunes commencent à manifester un talent particulier en hockey, vous avez des A, double A, triple A, vous avez tout le choix des possibilités qui vont permettre d'homogénéiser les talents de ces jeunes-là, donc de leur permettre de pouvoir avoir des défis continuels, de jouer avec des gens de leur force, et non pas d'être le gros poisson dans les temps qui est tout seul parce que tous les autres sont des joueurs de moins bon calibre. Là, donc, pour moi, le regroupement, c'est comme un sine qua non de pouvoir permettre l'évolution. Est-ce qu'on va imaginer qu'on va créer une équipe nationale en gardant tous ces joueurs-là dans leur petite équipe de quartier pendant 10 ans? Non, monsieur. Non, monsieur. Et c'est la même chose, je veux dire, en athlétisme, ça va être la même chose. Dès que quelqu'un manifeste un peu de talent, il fait partie de l'équipe de performance de compétition. Et si la personne est d'une très bonne compétitrice, elle va aller rapidement au centre national ou quelque chose comme ça. C'est un regroupement continuel pour minimiser les différences individuelles de talent. Je ne parle pas de louange, je parle de talent. Mm-hmm. Puis quand vous parlez d'inclusion dans le système d'éducation, un des défauts, c'est comme, c'est bon dans un sens de vouloir inclure tout le monde, mais dans l'autre, où est-ce qu'on ne permet pas justement aux gens de réaliser leur plein potentiel parce qu'on ne les met pas dans des environnements qui sont justement appropriés à eux. Puis ça, pour moi, c'est une affaire où est-ce que je comprends, puis il faut être inclus, parce que des fois, c'est une pente glissante de vouloir exclure et de vouloir regrouper les gens. Je comprends ça. Mais à un certain point, on ne rend pas service non plus aux mieux nantis. Et là, je ne parle pas au niveau du contexte socio-économique, je parle juste au niveau des nuances. Puis de réaliser justement qu'il y a plusieurs domaines mentaux et physiques, puis les mettre de l'avant. Puis c'est là qu'il faudrait une grosse refonte du système d'éducation. Peut-être que je serai rendu là quand je serai rendu plus proche de troisième tiers de ma vie, mais pour l'instant, on va rester dans le domaine sportif. Puis comme vous dites, on est relativement choyé. Puis là, vous m'avez fait penser, dernière question avant de tomber plus dans les questions éclairs, parce que je veux qu'on y arrive, parce que vous avez beaucoup d'expérience, plus que les questions éclairs vont être révélatrices.
vous m'avez dit un petit peu que vous avez eu à critiquer un peu les travaux de M. Erickson qui parle de l'importance de la pratique délibérée. La pratique délibérée est un concept qu'on challenge dans la littérature sportive, on s'est approprié un peu dans la littérature sportive aussi, que dans le cas de mes recherches à moi, on utilise, mais on le nuance beaucoup par rapport au développement des individus. Mais je serais curieux de savoir un petit peu, c'est quoi la critique que vous en faites, puis qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne par rapport à la pratique délibérée en soi? Deux choses. La première, c'est très important, et d'ailleurs, quand vous voyez mon modèle, en supposant qu'il soit toujours présent, dans la section investissement, on a énergie, investissement en énergie et investissement en temps. La pratique délibérée d'Anders Erickson, c'est la jonction de ces deux choses-là. Plus tu pratiques, plus tu vas progresser, mais il faut que ta pratique soit délibérée. Ça veut dire que tu surveilles la correction de tes erreurs et tout ça. C'est un élément important et je le mets d'ailleurs, je lui donne une place assez spéciale dans mon modèle. Deuxièmement, Anders a toujours nié, mais carrément nié, l'existence d'aptitudes naturelles chez les gens. Pour lui, il n'y a pas d'aptitude. Et ça, il s'est fait, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, tous les professionnels en développement, en compétences et tout ça, ils sont tombés dessus inévitablement à cause de ça. Donc, pour lui, à ce moment-là, la pratique délibérée devenait le sine qua non. La seule chose, c'était de dire c'est ça et rien d'autre. Et d'autres auteurs ont fait la même chose. Mme Duckworth, par exemple, son concept de grit, le grit, la rage de réussir. Ben, elle a tout fait volume là-dessus, mais pour elle, ça veut dire que la volition et la motivation, c'est l'essentiel. C'est l'alpha et l'oméga, c'est le 100% de la réussite. Et il y a plusieurs auteurs comme ça. Je veux dire, il y a eu ceux qui ont mis l'accent sur les aptitudes et tout ça. Donc, pour Anders Erickson, c'est vraiment son rejet des aptitudes qui, à mon avis, minimise, diminue énormément la valeur de sa thèse parce qu'elle est trop concentrée vers un petit élément qui est le centre bas de mon modèle. C'est fou comment l'humain aime ça simplifier les choses. Tu sais, votre modèle, il y a une complexité, mais c'est normal parce que le développement des individus, c'est pas un problème simple, c'est un problème complexe. Et là, mon superviseur de doctorat, Pierre Trudel, est tellement content que je viens de dropper ça justement dans la conversation, mais c'est ça. C'est un peu... C'est naïf de penser qu'on peut parler du développement d'un être humain qui est multifactoriel, clairement, et dire la persévérance, c'est ça. La pratique délibérée, c'est ça, le saint graal de ça. Mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile pour une population générale de juste prendre ça puis de dire « Ah, je pars, puis je m'occupe de ma persévérance. Ah, je pars, je m'occupe de la pratique délibérée. » Mais c'est toujours plus complexe. Oui, c'est toujours Monsieur Gagné, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on discute ensemble. Je veux respecter votre temps et vos engagements. Je sais que vous en avez long à dire. Par rapport à ça, c'est très riche. Mais là, j'aimerais qu'on retombe dans les questions éclairs. Où est-ce qu'on en profite? On profite de l'expérience des personnes qui sont avec nous, mais qu'en même temps, on apprend à connaître leur personnalité un petit peu plus. Donc, il y a des questions rapides. Vous prenez le temps que vous voulez pour leur répondre. Mais bon, vous qui avez beaucoup d'expérience, je commence par la première. Si vous pouviez retourner en arrière puis vous donner un conseil à vous-même quand vous aviez 25 ans, donc, ça serait quoi? J'ai essayé de répondre à cette question-là. Je n'ai pas été capable. Pas été capable de me dire, y aurait-tu un conseil? Pour moi, c'est trop simpliste. Trop simpliste de dire, fais ça, n'oublie pas ça, pense à ci. Il s'est passé tellement de choses depuis que j'ai 25 ans. Là, j'en ai 82, là, ça fait dire on est rendu loin, il s'est passé bien des choses. De sorte que j'ai pas eu de réponse à ça. De me donner un conseil. C'est bien correct. Il n'y a qu'une vie qui me satisfait, et puis je pense que s'il y avait eu quelque chose que j'aurais peut-être songé à refaire, ça aurait été de dire, au lieu de travailler dans le domaine où je suis allé, parce qu'avant d'arriver en développement de talent, j'arrivais en développement de talent en 1980, donc j'avais déjà 40 ans. Donc de 25 à 40, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'autres types de choses assez spéciales. Ça aurait été de dire, jette-nous un coup d'œil sur la neuropsychologie. Parce que c'est un champ qui a pris énormément d'importance depuis le début depuis les années 70 jusqu'à nos jours et qui en prend de plus en plus.
Et avec ça, avec le rôle de l'hérédité, de la génétique et tout ça, c'est un domaine qui me fascine énormément, dans lequel je lis beaucoup. Et peut-être que si j'avais eu le choix à l'époque, j'aurais bifurqué déjà et j'aurais été parmi les premiers. Il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça. Je vous suis, puis c'est bien correct. Puis en bout de ligne, on fait le mieux qu'on peut avec les informations qu'on a à l'époque où est-ce qu'on le fait. Oui. Selon vous, si vous pouviez mettre une citation sur un Jumbotron dans un aréna ou un stade, sur le grand écran, ce serait laquelle la citation que vous metteriez? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent? Il a fallu que j'aille lire c'était quoi un Jumbotron. C'est correct. Les gros machins au centre là, de la patinoire. Là, les gros machins. Ouais. Exactement. L'écran géant. Je devrais peut-être mettre le terme français. Si je mettais quelque chose, ce serait « Vous êtes tous uniques ». Arrêtez de vous faire associer à dire « T'es comme ci, t'es comme ci, t'es comme ça ». Vous êtes tous uniques et distincts. C'est plein de sens comme citation. Prochaine question. Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde, peut-être sportif ou dans le monde en général, en disant dans ce que vous voyez, là, vous qui avez vu des évolutions depuis justement comme des décennies, comme qu'est-ce que vous voyez qui va devenir un avantage compétitif? Ça peut être dans le monde en général ou dans le monde du sport. J'ai l'impression, ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que je m'aperçois que je regarde plus vers l'arrière que vers l'avant en regardant les cheminements qui se sont faits et tout ça et ce qui se passe aujourd'hui. Dans le domaine du développement des talents, je pense que l'évolution, elle est très lente, de sorte qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce qui m'inquiète personnellement le plus présentement, c'est l'évolution sociopolitique et tout ça. Que ce soit les problèmes de climat, que ce soit les problèmes de raidissement sur le plan politique et toutes ces choses-là. Disons qu'en vieillissant, c'est une chose qui me frappe et m'inquiète beaucoup. Il y a des moments où, en fait, j'ai quelques copains là, de mon âge et tout ça, et nous sommes plutôt pessimistes sur les 2 prochaines décennies pour toutes sortes de raisons. Et je m'aperçois que j'ai toujours été un bonhomme très jovial, très optimiste et tout ça, et que tranquillement, depuis une dizaine d'années, ça a commencé à diminuer et à diminuer. Il y a un nommé, j'oublie son nom, un penseur américain qui a écrit un volume. J'oublie, laissons passer. Mais lui, en tout cas, il essaie de défendre l'idée que le monde, en général, s'améliore au cours des siècles. Et que plus ça va, par exemple, plus les guerres diminuent, moins il y a de violence et tout ça. On regarde ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on est pris avec l'Ukraine et on est pris avec les pressions géopolitiques de la Chine, de la Russie et tout ça. Et on est pris avec le réarmement des nations. En tout cas, je suis un peu triste de me sentir comme ça, moi qui me suis toujours perçu comme quelqu'un de très optimiste de nature. Ben, prenons votre message puis votre réflexion justement là-dessus pour justement dire comment est-ce que nous, on peut s'assurer dans les 40, 50, 60 prochaines années que, les opinions restent plus flexibles, qu'on s'attarde dans l'environnement, qu'on s'attarde à créer un environnement sportif sain, parce que justement, c'est là que moi, je crois que le sport, pour les gens, parce que moi, ça a changé ma vie, de faire partie du sport, puis c'est là que je pense que le sport peut être un agent de changement social. Où est-ce qu'on amène des gens dans une structure qui amène à vouloir avoir une répercussion positive. Puis je pense que, tu sais, j'ai un joueur, d'ailleurs, le joueur auquel je faisais allusion, qui avait un potentiel génétique incroyable, que j'ai eu la chance de coacher un peu plus tôt, mais il a décidé de faire des études en environnement. Mais est-ce qu'il aurait été à études environnementales, tu sais? Donc, s'il n'y avait pas eu le sport de haut niveau, est-ce qu'il aurait fait ça? Puis est-ce qu'il se serait préoccupé justement de la santé des marécages, par exemple? Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis je pense que ça revient aussi à quand on parle de problèmes simples versus problèmes complexes. J'encouragerais toutes les personnes qui écoutent notre conversation de se dire, arrêtons de tout le temps aller vers des solutions simples, le grit et la pratique délibérée comme on parlait, puis comprenons que c'est nuancé, comprenons que c'est complexe, c'est beaucoup plus difficile à gérer jusqu'à un certain point, mais ça va être beaucoup plus sain à long terme. Mais en même temps, et là, je peux juste un petit point. Allez-y, oui, allez-y. Oui. Juste un petit point là-dessus. Être plus respectueux des limites des personnes. La reconnaissance du rôle de la génétique nous permet de dire que
les gens n'ont pas une capacité infinie de pouvoir s'améliorer. Ils font face à des contraintes. Et quand je vois, par exemple, une expression comme « qui veut peut », et que je vois jusqu'à quel point dans la culture scolaire asiatique, je pense à la Corée, je pense à la Chine et à tout ça, l'impression que les parents s'imaginent que leur enfant, il suffit qu'il veuille pour pouvoir et qu'on ne reconnaît pas les différences d'aptitude, je pense à ces jeunes qui ne seront jamais des premiers de classe, des docteurs et toutes ces choses-là, et qui subissent quotidiennement des pressions pour faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas capables. Et à ce moment-là, respecter les limites, suggérer, stimuler, et vous le disiez vous-même tantôt, être là pour encourager, mais à part de ça, respecter les limites. Tout à fait. Puis dans le monde du sport, c'est tellement pertinent. Où est-ce que on met de la pression, mais c'est pas vrai que tout le monde a des aptitudes pour courir le 100 mètres aux Olympiques. Là. Comme je veux dire, c'est juste de mettre cet exemple-là. Mais là, après ça, tout le monde veut que son enfant aille dans la Ligue nationale de hockey, fasse l'équipe nationale de gymnastique et tout ça. Mais je suis comme, OK, comme c'est correct, soyons là, puis laissons le jeu, puis accepter. Des fois, d'accepter ses forces et faiblesses, c'est probablement la meilleure chose qu'on peut faire. Un, comme personne qui soutient, un comme athlète, un comme personne, mais aussi quand on soutient les gens, d'accepter leurs forces et les faiblesses, c'est très important. Puis on n'est pas en train d'être pessimiste par rapport à leur potentiel. On est tous différents, on a tous des forces ou des faiblesses. Il faut les reconnaître, puis après ça, de l'accepter, puis ça va nous aider justement à progresser. Et peut-être sur une note plus positive, allez-y. Oui, non, mais peut-être que tu sais que ça va permettre à ces jeunes qui se développent en sport, par exemple, de pouvoir prendre du plaisir à le faire si on ne leur met pas des pressions continuelles pour toujours être meilleurs. Tout à fait, tout à fait. Et ils vont pouvoir apprécier leur parcours et retirer le bon du sport plutôt que de se rappeler que c'était donc bien frustrant de me faire tout le temps pousser pour aller faire telle chose. Ouais. Dernière question. Ah, encore une? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre carrière et de votre contribution jusqu'à maintenant? Vous avez fait d'innombrables travaux. C'est mon modèle. C'est mon modèle et sa distribution mondiale. Je veux dire, tous les jours, je vois des citations dans des textes que je compte plus les pays où il y a des gens qui citent mes travaux et tout ça. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est un élément qui les a beaucoup éclairés sur le développement des talents. Et j'en suis fier de ça. Ben, ça va continuer à éclairer les gens. Moi, ça m'éclaire. Je sais que mon collègue Marc-André Duchesneau, il trouvait ça super intéressant quand il est tombé là-dessus pour la première fois. On en a parlé. Monsieur Gagné, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre temps, de votre générosité intellectuelle jusqu'à un certain point. Et donc, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, que les gens vous retiennent? Et si jamais vous voulez qu'ils ont une question pour vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Ah, ben c'est facile. Pour googler mon nom dans Google, vous allez atteindre mon site web, qui est présentement en train d'être juste mis à jour un peu. Mais vous avez aussi laissez aux gens mon adresse de courriel. J'aime beaucoup recevoir des questions et y répondre. Donc, tous les gens qui se seraient posés des questions ou qui voudraient avoir des références additionnelles, tout ça, ils vont trouver beaucoup de textes sur mon site web parce que beaucoup de choses peuvent être téléchargées. Mais aussi, j'ai toujours plaisir à répondre aux questions que les gens me posent. Donc, ça me fera un plaisir de le faire. On va le mettre dans la description de l'épisode. Dernière chose, qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour les gens? Ou quelque chose que vous voulez qu'ils retiennent de notre conversation? Tout? Non. Merci. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité et de m'avoir permis de pouvoir... J'étais un peu nerveux, là. C'est une expérience assez spéciale dans ce nouveau médium que je ne connaissais pas. Et je suis content. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. J'en suis satisfait et je vous remercie de m'avoir invité. Ben, merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et on se revoit pour un autre épisode de Temps d'arrêt.